C'est encore là, donc un coup dur porté par des groupes armés, des hommes armés non identifiés. La question sécuritaire fait encore l'actualité. Plus on s'approche des élections et plus les actions terroristes encore se multiplient. Le grand imam de Guibo, et pourtant, selon ses proches, il a été victime de plusieurs menaces et il bénéficiait d'une sécurité, mais entre-temps, cette sécurité n'existait plus. Oui, tout à fait. Donc, avec cet assassinat, nous constatons que la question sécuritaire est de plus en plus prégnante et que la sécurité, en tout cas dans les zones qui ont été concernées jusque-là, à savoir le Soum, est toujours une préoccupation. Et c'est aussi le moment de s'interroger sur la signification réelle de cet acte-là. Si on considère que la plupart des groupes qui sont en train de mener les activités terroristes sont classés comme djihadistes, on comprend difficilement pourquoi un prélat de l'islam va faire l'objet de ces attaques-là. On l'accuserait d'être modéré. Oui, modéré pour sa pratique, mais pour le prosélytisme, à savoir ce que les djihadistes prônent, je ne pense pas qu'ils demandent à tout le monde de faire ce qu'ils demandent comme discours. En vérité, on parle encore de djihadistes, voilà. Parce que là, c'est pour ça que c'est différent. Dès le départ, moi, j'avais préféré qu'on s'en tienne à la notion de terroriste qui porte atteinte à la vie des gens, au bien matériel, et qui sont donc considérés le djihadisme, c'est un alibi. Voilà, c'est une autre histoire et c'est assez compliqué à résoudre. Dernière réflexion, c'est cette notion d'homme armé non identifié qui tend à devenir l'explication générale de tous ces actes de terrorisme-là. Je pense qu'à un moment, il va falloir que les services apprennent, comme dans d'autres contextes, à mener des enquêtes plus approfondies, à identifier les vrais auteurs et à attribuer ces actes-là à des groupes bien précis, de façon à faciliter la compréhension que nous avons de ces mouvements. Parce que ce serait intéressant de savoir quels sont ceux qui ont procédé à cet acte-là. Le gouvernement promet en tout cas que des actions seront menées pour retrouver les auteurs. Oui, je dis ça parce que ça fait maintenant près d'une année à 6 mois où la notion d'homme armé non identifié est utilisée, notamment à l'Est, et la plupart du temps, on n'a plus de suite sur ces identifications, ce qui pose beaucoup de problèmes pour l'analyse, pour la réflexion, mais aussi pour les populations qui vivent dans ces zones qui sont dangereuses aujourd'hui. En tout cas, ça reste une situation préoccupante. C'est quand même une personnalité majeure pour la communauté. Oui, tout à fait. C'est très important, il est très important, disons. Et je pense que ce type de personnage, paix à son âme, à mon avis, contribuait à atténuer les effets donc, du terrorisme-là, en prônant un islam qui, dans le fond, n'est pas aussi porteur de violence que cela, et aussi en jouant des rôles d'apaisement, d'intermédiation, de protection aussi de certaines populations. Maintenant qu'il disparaît comme ça, est-ce qu'il y aura un remplaçant à court terme? Est-ce qu'une image va pointer encore pour tenter de jouer le rôle qu'il jouait? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Attaque à l'Est et le grand imam qui est assassiné, plus on s'approche des élections et plus on constate aussi que l'activité des terroristes aussi s'amplifie. Oui, c'est vrai. On se demande s'il n'y a pas aussi une volonté de la part des groupes terroristes d'empêcher la tenue des élections. On se demande bien pour quel objectif ils vont vouloir cela. Mais le bémol qu'on puisse y mettre, c'est que en fait, les activités terroristes n'ont pas affaibli. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les activités terroristes sont aussi intenses qu'elles l'ont été depuis ce temps-là. Donc, on ne peut pas dire qu'elles prennent de l'ampleur parce que le seuil qui a été est déjà très élevé, mais on peut dire qu'elles ne faiblissent pas. Et si elles ne faiblissent pas, effectivement, pour tenir les élections, il va falloir à un moment donné prendre des dispositions spéciales, et j'imagine que les autorités y pensent actuellement, et ici attellent déjà, pour qu'il y ait des positionnements de forces sécuritaires importantes, notamment au septentrion, au nord du pays et à l'est, de sorte qu'au moins il y ait un espace entre les positions des forces de défense et de sécurité et les parties saines, une période où on peut quand même tenir les élections.
Mais il faut laisser les spécialistes traiter de cela. Pour une personnalité de cette envergure, on se demande si on n'aurait pas pu mieux assurer sa sécurité. Oui, tout à fait. Surtout si, comme je le sais, les forces de défense et de sécurité s'appuient sur ces personnages-là pour aussi jouer un rôle des relations civilo-militaires, faciliter la compréhension que les populations ont des interventions des forces de défense et de sécurité, essayer donc de calmer la psychose due au terrorisme avec ces relais-là. Donc, il était important vraiment d'assurer sa sécurité. On se demande pourquoi à un moment donné, cette sécurité a été relâchée, de sorte que l'imam puisse voyager seul dans un car de transport en commun, jusqu'à ce que ce car soit arraisonné et qu'il lui soit extrait donc, du groupe et être tué. Voilà. Une semaine d'actualité, c'est aussi la politique et l'investiture du docteur Ablassé Ouedraogo comme candidat à la présidentielle de 2020. Il a été investi ce samedi à Ouagadougou. L'opposant annonce sa vision, les 3B. Ensemble, les Burkinabés bâtiront le Burkina Faso. Ablassé Ouedraogo est investi ce 15 août, candidat du parti Le Faso Autrement pour la présidentielle de novembre prochain. L'homme veut insuffler une nouvelle dynamique au Faso autour d'un programme dénommé les 3B. Ensemble, les Burkinabés bâtiront le Burkina Faso. Élu président du Faso, je rassemblerai toutes les composantes de notre nation pour amener la paix, la sécurité, la justice, la confiance et la prospérité. Élu président du Faso, j'agirai avec intégrité pour restaurer la bonne gouvernance. Élu président du Faso, je m'engage à mener les réformes socio-économiques et administratives pour la transformation économique de notre pays. Élu président, Ablassé Ouedraogo se veut réaliste et pragmatique. Le réalisme et le pragmatisme me poussent à considérer la période du mandat présidentiel de 2020 à 2025 comme une période de transition au cours de laquelle nous remettrons le Burkina Faso sur les bons rails en réalisant la réconciliation nationale et en relançant le Burkina Faso. Cette cérémonie a connu également la participation des partis politiques de l'opposition. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, a saisi l'occasion pour dénoncer la réglementation du CSC, le Conseil supérieur de la communication, sur la campagne électorale déguisée. Pour la présidentielle à venir, les partis affiliés au chef de file de l'opposition politique, CEFOP, annoncent un accord en vue de parler d'une seule et même voix face aux partis au pouvoir. Et le Faso autrement s'engagera dans cet accord, indique Ablassé Ouedraogo. Oui, Seka Koulibaly, effectivement, on a entendu M. Gilbert Ouedraogo qui revient sur cette affaire de campagne déguisée qui continue d'alimenter la polémique. Il y a ce communiqué de l'opposition politique burkinabé qui dit observer depuis quelque temps que la majorité présidentielle se livre à une campagne déguisée en violation de l'article 68 du Code électoral qui interdit ces pratiques 92 jours avant l'ouverture officielle de la campagne, sous prétexte de faire le bilan du programme national de développement économique et social PNDS. Des ministres ont entamé une tournée dans les régions avec les moyens logistiques et financiers de l'État, c'est ce que dit l'opposition. Il note aussi justement que le chef de l'État, par ailleurs candidat à la présidentielle, se livre aussi à cette campagne déguisée en utilisant de manière flagrante les moyens de l'État. C'est le cas à Banfora et à Waïgouya, dit l'opposition. Ça revient. Et du coup, est-ce que ce n'est pas ce flou-là qui entoure justement le texte qui fait que, bon, on se retrouve dans ces cas de figure? Oui, tout à fait. Mais comme on l'a déjà dit ici sur le même plateau, lorsque vous avez reçu le représentant du CSC, c'est une situation, à mon avis, qui ne sera réglée que dans la pratique. Là, le CSC, visiblement, est embarrassé quand on voit tout ça.
Oui, le CSC est embarrassé, mais c'est la pratique qui va nous déterminer, qui va déterminer comment est-ce que l'affaire sera résolue. Il va falloir, comme on l'a dit déjà, préciser les activités qui relèvent de la campagne déguisée et celles qui ne le sont pas. Cela n'a pas encore été fait. L'exécutif, selon le CSC, doit continuer normalement ses activités, mais là, quand des ministres, effectivement, se retournent pour l'opposition, c'est une forme de campagne déguisée. C'est une interprétation que le CSC a faite du texte. C'est également peut-être une interprétation que l'opposition fait de la pratique de l'exécutif. Oui, tout à fait. Pour la simple raison que l'opposition s'en tient à ce qui a mené à inscrire cette disposition dans le code électoral des campagnes déguisées. Parce que l'opposition sait très bien dans le passé que l'exécutif, effectivement, procédait à ces manœuvres-là qu'elle considère comme déloyales, de concentrer dans la période pré-élection des activités qui permettent donc de rentrer en contact avec les populations, avec des activités qui les mettent à leur avantage. Donc en faisant le bilan du PNDS, bilan qui n'est pas établi par une institution indépendante, qui est établi par le gouvernement lui-même, qu'il présente donc aux populations, c'est sûr que cela va être présenté sous le jour qui favorise ce gouvernement. Et dans un tel cas de figure, et à l'approche donc des élections, on peut considérer qu'il s'agit d'une campagne déguisée. Maintenant, le constat est fait et on voit les deux pistes qui s'ouvrent. La piste judiciaire, par laquelle l'opposition annonce qu'elle va saisir les tribunaux, mais aussi la piste politique, où des actions sont envisagées si d'aventure les actions ne cessaient pas. Donc on verra ici qu'il peut y avoir la décision judiciaire. Si elle intervient rapidement, elle peut régler la situation, mais si elle n'intervient pas rapidement, je crains que l'opposition ne débraye et qu'on assiste donc encore à des mouvements à l'approche donc des élections qui peuvent aussi se situer dans le cadre des élections, parce que l'opposition ne fera pas une marche ou un meeting sans aborder des thèmes de nature électorale. Il est clair. Voilà. Et c'est tout le paradoxe, justement. Et l'opposition qui exige du Conseil supérieur de la communication l'interdiction de la propagande de la majorité, d'autant plus que la majeure partie des activités, selon elle, des partis politiques ne peut plus bénéficier de couverture médiatique. Pour l'opposition, donc, c'est une injustice faite à elle. L'opposition politique qui entend déposer également une plainte en justice contre les auteurs de cette campagne déguisée. Le CSC qui est interpellé, justement, puisque ce sont des tournées du PNDS qui ont été couvertes par certains médias. On ne sait pas quelle sera l'attitude du Conseil supérieur de la communication à ce niveau. On attendra de voir dans les jours à venir. L'actualité de la semaine, c'est aussi le bilan de l'enrôlement biométrique des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante annonce plus de 2 300 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales, dont 52% de jeunes. 22 communes n'ont pas été touchées par les opérations. La situation sécuritaire en est la cause. Newton Ahmed Barry, face aux représentants des partis politiques et de la société civile ce lundi 10 août. Le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, fait le point du processus d'enrôlement entamé depuis janvier dernier avec les Burkinabés de l'extérieur. Total de nouveaux enrôlés au 18 juillet 2020, 2 376 100 enrôlés. Les leaders politiques saisissent l'occasion de cette rencontre pour exprimer quelques-unes de leurs préoccupations. La principale reste la question sécuritaire. Newton Ahmed Barry tente d'apporter des éléments de réponse. Les gens disaient non, mais vous y allez, les gens sont plutôt préoccupés par leur survie, ils ne vont pas s'intéresser aux élections. Ça a été démenti par le terrain. Les gens vraiment se battaient, malgré la précarité dans laquelle ils se trouvaient. Les gens pensent qu'ils sont citoyens. C'est-à-dire quand même que les gens se disent, on nous a tout pris, on ne va pas aussi nous prendre quand même notre qualité de citoyen. La question de l'audit du fichier électoral est aussi au menu des échanges. Dès le 16 septembre, l'audit peut se faire. Maintenant, est-ce que nous allons choisir l'auditeur? Est-ce que c'est la classe politique? Bon, tout ça, on va discuter. Pourquoi nous le mettons en ce moment-là à la disposition de l'audit?
Parce qu'en ce moment, le fichier, il est prêt. Il reste simplement le contentieux. Mais le contentieux ne porte pas sur l'aspect technique. Les 13 régions et les 45 provinces du pays ont été touchées par l'opération d'enrôlement. 22 communes sur les 351 n'ont pas été couvertes. La CENI mettra tout en œuvre dans la mesure du possible pour toucher les populations de ces communes, indique Newton Ahmed Barry. Oui, Cheka Koulibaly, les résultats sont donc là. Plus de 2 300 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Bon à prendre? Très bon à prendre. Si on compare au dernier recensement 2014-2015, c'est un chiffre qui est très, très satisfaisant. Et surtout que le taux de jeunes ici est très élevé. 52%. Contrairement à 2015 où on s'était attendu que comme le régime avait changé, les jeunes auraient se précipiter. Mais ça n'avait pas été le cas. Cette fois-ci, c'est bien que les jeunes se soient massivement inscrits. Cela leur permettra de prendre de plein pied leurs responsabilités, leurs droits civiques et de les exercer à l'occasion de ces élections-là. Maintenant, la question qui intervient avec cet enrôlement, c'est le fait que certaines communes n'aient pas pu être couvertes. 22 communes. Et oui, la question reste posée. Mais comme le dit le président de la CENI, il y aura des échanges entre les acteurs concernés par les élections. Et j'imagine que les solutions seront trouvées pour la meilleure mise en œuvre possible des élections. Parce que le principe est maintenant admis que nous irons aux élections. Voilà. Et qui pour auditer le fichier électoral? L'audit, à mon avis, il est réalisé généralement par des institutions internationales. Je crois que la francophonie s'est spécialisée un peu dans ces domaines-là. Il y a aussi la possibilité de recourir à des bureaux indépendants, comme généralement l'Union européenne les propose. Moi, mon avis serait qu'il y ait une intervention extérieure afin donc de lever les doutes entre les acteurs, mais également qu'on puisse permettre aux acteurs nationaux, à savoir les partis politiques, de désigner eux aussi leurs experts pour suivre cet audit-là, de sorte qu'à l'issue de l'audit, il y ait le moins possible de contestation. Donc, pour moi, un audit conjoint serait la meilleure formule. Un consensuel, justement. Voilà, de sorte qu'il n'y ait pas de contestation à l'issue. Voilà. Le Burkina Faso a son deuxième compact MCC, plus de 280 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre énergétique nationale. Il a été signé cette semaine à Washington. 500 millions de dollars, soit environ 285 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Burkina Faso vient de décrocher auprès du Millennium Challenge Corporation, MCC, ici aux États-Unis. La signature de cette convention sous forme de subvention au secteur de l'énergie s'est effectuée ce jeudi 13 août au siège de la dite institution à Washington. Ce compact est le produit d'une longue étude qui a duré au moins 3 ans et demi. Parce qu'il a été question de voir, d'apprécier la situation économique du Burkina, de comprendre qu'est-ce qui constitue en fait les contraintes majeures à la croissance économique du Burkina. Et grâce à l'équipe du MCC aux États-Unis et grâce à l'équipe technique du projet au Burkina, je pense qu'ils sont arrivés à un point commun de dire que c'est l'énergie, l'électricité qui constitue le principal blocage. Le faible accès, la qualité qui laisse à désirer et le coût élevé de l'électricité constituent un véritable problème pour le développement du pays. Ainsi, avec ce compact 2, beaucoup de changements seront opérés. Et je crois que dans cette phase importante, l'accent va être mis sur les grandes villes comme Bobo et Ouaga. Et vous savez qu'aussi il y a un programme lié au développement des capacités du secteur de l'énergie. Et je crois que c'est un ensemble qui devait favoriser et les foyers au Burkina Faso et aussi les petites et moyennes entreprises, y compris les grandes entreprises, de faire en sorte que l'énergie ne soit plus un facteur bloquant, mais un facteur qui stimule la croissance au Burkina Faso. Le compact n'est pas uniquement centré sur l'énergie, d'autres secteurs seront également touchés. En tout cas, le compact, il s'agit de 3 projets. Il y a un projet réforme et renforcement de capacité et 2 projets de l'infrastructure de l'énergie, surtout pour le renforcement du réseau national de la Sonabel. Et là, dans chaque projet, il y a plein d'activités. Donc,
on peut dire qu'il y a pas mal de projets qui sont dans l'ensemble de Compact. Cette phase 2 de ce compact a été signée en présence virtuelle du chef de l'État burkinabé, Rohma Christian Kabouré, qui est intervenu par visioconférence et qui a pu suivre le processus de la signature en direct depuis Kossiam. Et nous parlons à présent de santé. Premier sujet, les urgences médicales au Burkina Faso avec le docteur Aruna Louré, anesthésiste réanimateur. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guébré. Des malades en situation d'urgence et qui errent dans la ville de Ouagadougou. Vous confirmez en tant que praticien cette réalité dénoncée par des parents de malades? En effet, on en a vu, parce que quand on prend les fiches de référence, on voit cela. Mais avant de revenir sur la question, je voudrais vraiment présenter mes sincères condoléances à la nation tout entière. Parce que quoi qu'on dise, l'imam de Djibo, c'est un grand homme de ce pays, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui avait pu quand même rassurer une certaine forme de sécurité autour de lui. Quand on le perd ainsi, ce n'est pas la première fois, on l'a toujours décrié. Et la sécurité aujourd'hui pose vraiment un sérieux problème pour ce pays-là. Donc c'est vraiment d'abord présenter mes condoléances à toute la nation burkinabé. Ensuite, dire que les malades, c'est vrai, on en a reçu parce que le malade, il prend sa fiche de référence, il fait le tour de la ville, il retombe sur vous d'urgence en urgence, il peut faire au moins 3 hôpitaux avant d'atterrir quelque part. Mais cela, nous le disons parce que nous n'avons pas organisé ce que nous on appelle la médecine préhospitalière. La médecine préhospitalière, c'est quoi? C'est avant que le malade n'arrive à l'hôpital, quand il a une urgence, comment on le gère avant qu'il n'arrive à l'hôpital. C'est un volet de la médecine qui est, je ne dirais pas négligé, mais qui a toujours été négligé, qui n'a pas été assez soutenu par ce pays. Et c'est quoi? C'est cela, le SAMU? Oui, en un mot, c'est cela, le SAMU. Le service ambulatoire d'urgence sociale. Tout à fait, mais ça, c'est en réalité, bon, quand on prend les définitions classiques, c'est le centre de régulation. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'avec tout ce qu'on a comme moyen de communication, il est inconcevable qu'un malade quitte Manga sans avoir averti le centre où il vient, qu'il y a un tel malade qui arrive, qui est grave à ce point-là. Vous comprenez déjà les dispositions. Tout à fait. Parce que quand une femme, par exemple, enceinte a une complication majeure et qu'elle doit quitter le Tinkorogo avant d'arriver à Ouaga, au moins que le centre qui doit accueillir puisse être averti. Ça ne demande pas grand-chose. On a des flottes dans les hôpitaux. On peut mettre cette intercommunication avec un centre de régulation de telle sorte que la communication puisse être aisée et qu'on puisse préparer. Ça, ce sont des choses qui ne demandent pas de gros moyens. Ça ne demande absolument pas de gros moyens parce que, quoi qu'on dise, les hôpitaux ont déjà des téléphones et l'État ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas mettre des flottes. Déjà, dans les hôpitaux, on a des flottes. Les districts ont des flottes. Donc, c'est de mettre ce processus-là en cours de telle sorte qu'on puisse développer ce que nous on appelle la médecine préhospitalière. Aujourd'hui, à Ouaga, sur ce plateau, si l'un d'entre nous tombe, on va se débrouiller pour le mettre dans une voiture personnelle pour l'envoyer dans un hôpital sans savoir où l'envoyer en réalité. Mais on aurait développé la médecine préhospitalière, ce qu'on appelle SAMU. Nous, les Riens, on aime dire SMU parce que SAMU, c'est le centre de régulation. Le SMU, c'est l'équipe médicale qui vient chercher le malade. Parce qu'une fois que l'équipe arrive à domicile ou peu importe où l'incident s'est passé, il stabilise le malade. C'est-à-dire que je le gère comme s'il était à l'hôpital. Moi, j'ai un slogan que j'aime dire, c'est apporter l'hôpital au malade. C'est-à-dire parce que le véhicule qui vient, il est bien équipé. Il peut faire les premiers soins. Ça c'est inscrit quand même, le SAMU, dans le programme présidentiel. Hein? J'aime dire que depuis que je suis en première, deuxième année de médecine, on m'a toujours parlé du SAMU, que ça a un projet, ça a un projet. Actuellement, encore, ça a un projet, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Ça ne nécessite pas de gros moyens. Moi, je dis, avec moins d'un demi-milliard, on peut installer un centre par... On a vu récemment ces ambulances-là avec justement de type SAMU. En effet, on en a parlé. C'est comme l'idée des ambulances. Aujourd'hui, quand on paye 180 ambulances pour les dispatcher. Mais si on raisonne autrement, aujourd'hui, il y a un service que tout le monde ne peut pas avoir. Quand on prend par exemple la ville de Ouagadougou, chaque structure de santé ne peut pas avoir des ambulances type B. C'est-à-dire quand on dit type B, c'est-à-dire c'est le type SAMU avec toute l'équipe qu'il faut. Mais on aurait pu avoir une unité, c'est-à-dire, comme on appelle un établissement public de santé, comme l'OST qui existe, qui règle ça avec un personnel, un SAMU, qui s'occupe que de ça. C'est-à-dire si j'ai un malade grave à Bordeaux, que je vais déplacer pour aller faire un bilan quelque part ou pour aller faire un examen, ou d'un hôpital à un autre, parce que le plateau technique ou bien les spécialistes sont de l'autre côté, que cette structure-là s'en charge. Parce que si on demande à chaque hôpital d'avoir peut-être 3 ou 4 ambulances avec le personnel, c'est un peu lourd, mais on aurait pu faire ce TPE-là de telle sorte qu'on puisse gérer déjà ce qu'on appelle le préhospitalier. Et au Burkina Faso, on l'a souvent réfléchi, mais on ne l'a jamais concrétisé. Et aujourd'hui, on pense que ça pose un sérieux problème. Parce que si on n'a pas le préhospitalier, nos urgences, quand je me lève chez moi, je cours venir aux urgences. Mais si on a le préhospitalier et que le médecin qui vient me voir chez moi à domicile, il dit que non, c'est une pathologie de neurologie, si je dois faire un scanner, il transite me faire le scanner,
Au lieu de venir me déposer aux urgences médicales, non, il appelle directement un service de neurologie où on part me garder là-bas pour avoir des sillons spécialisés dès le départ. Au lieu que ma famille va me prendre, me mettre dans une voiture, aller me coucher au niveau des urgences médicales, on va prendre tout le temps peut-être parce que c'est chaque fois débordé pour savoir, voilà. Ça demande une certaine délicatesse, convoyer un malade. Et souvent, on ne sait même pas comment convoyer le malade. Prenons un accidenté qui fait son accident au bord de la route. Quand l'équipe du SMUR arrive, si le malade a perdu connaissance, on peut le mettre sous assistance respiratoire. Tous les examens qui sont nécessaires, nous on dit examen morphologique, tout ce qui est scanner et machin radio, on peut l'envoyer faire ça et directement appeler le bloc le plus disponible dans l'un de nos hôpitaux et aller le gérer là-bas. Donc c'est vraiment fluidifier le circuit du malade qui présente une urgence. J'ai été personnellement témoin d'une situation pareille lors du couvre-feu justement lié à la Covid-19 justement où des agents de la sécurité de la police m'ont interpellé pour un cas d'accident, un jeune qui a été victime d'accident et qui saignait beaucoup. Il n'y a pas de véhicule. Ils ont dû me demander de l'envoyer à l'hôpital, au CMA de Pissy. On arrive avec le jeune homme en question, personne pour s'occuper de lui. Voilà, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Ça, c'est au-delà des accidents. Je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui tombe dans sa douche aujourd'hui au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Peu importe, personne n'est à l'abri vraiment de ça. Et je dis aujourd'hui, il n'y a aucune structure, il n'y a aucun citoyen qui est au Burkina Faso qui peut se dire qu'il est à l'abri de ça. Demain, je tombe dans ma douche, c'est ma femme qui va alerter, on va venir me mettre dans une voiture, on va mal me transporter et le problème, c'est qu'on va m'envoyer dans un hôpital peut-être qui n'est pas le mieux indiqué. Par contre, si c'était une équipe... Alors qu'on peut gagner en temps justement. Exactement. Si cette équipe spécialisée... L'idée, c'est de gagner en temps, de pouvoir sauver les vies. Et c'est un impératif aujourd'hui, le SAMU, pour notre système sanitaire. Oui, pour moi, c'est un impératif. Et à défaut que l'État le porte, parce que pour moi, c'est un projet que l'État peut porter aisément, et peut-être l'État n'aura pas besoin de débourser un rond, parce qu'on a assez de partenaires techniques et financiers qui trouvent que c'est un projet assez social qui peut financer sans qu'un rond ne sorte du trésor. Mais à défaut, il faut aujourd'hui qu'on puisse créer ce SAMU, même si c'est un volet privé, partenariat public-privé, mais il faut qu'on le crée. Parce que, en un mot, c'est quoi? C'est aider vraiment le malade qui présente une situation d'urgence à bénéficier des premiers soins techniques et poussés pour pouvoir lui donner plus de chances de survivre. Nous, on reçoit des malades qui traînent dans un circuit, qui vont faire 48 heures avant d'arriver. Quand le malade fait 48 heures sans vraiment les soins adaptés, quand il vient, même quand tu le récupères, il a déjà bousillé peut-être son cœur ou son cerveau. Même quand on le récupère, il ne s'adapte plus après à la société, à la vie sociétale. Donc, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On est assez outillé en humain, en intelligence, pour pouvoir mettre en place ce système de SAMU. Moi, je dirais SMU, c'est-à-dire des gens qui sont bien équipés, qui ont la connaissance, la compétence et le matériel qu'il faut pour aller chercher un Burkinabé qui tombe dans sa douche, l'amener dans l'hôpital qu'il faut, lui faire les bilans qu'il faut, qu'il reçoive les soins qu'il faut dès les premières minutes et qu'on puisse poursuivre ses soins après. Au lieu de laisser la famille se débrouiller, l'envoyer dans un coin où on perd souvent 24 heures, 12 heures au minimum pour qu'il puisse bénéficier des soins spécialisés vis-à-vis de sa maladie. Parce que quand le SMU part chercher un malade qui a une crise cardiaque, on ne part pas le coucher aux urgences médicales, on l'envoie directement dans un service de cardio spécialisé ou dans un service de réanimation adapté à ses besoins. Merci, docteur. En tout cas, on va vers la campagne présidentielle. On sait que les candidats vont encore mettre ça dans leur projet, dans leur programme, mais toujours, c'est dans le programme, mais ça ne vient jamais. On espère que cette fois-ci, les choses vont changer. C'est un débat qui va revenir, en tout cas, pendant cette campagne présidentielle. Merci encore d'être passé dans cette info ce soir. Merci bien à vous. Avec nous également le docteur Dinabier Kambiré. Il est biochimiste, microbiologiste, président de l'ABTEB, l'Association burkinabé des techniciens et des biologistes. Une fois encore, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous parlons de ce projet de nouveau code de santé publique qui est déjà passé en Conseil des ministres et qui sera sur la table des députés pour adoption. Mais on parle aussi de la place des technologistes biomédicaux et biologistes médicaux dans le système de santé au Burkina Faso. D'abord, c'est quoi le travail des TBM et des BM? Combien devient-on? Comment on devient justement technicien biomédicaux et puis biomédical et puis biologiste biomédical? Merci pour cette tribune que vous nous offrez donc de parler donc des techniciens, des technologies biomédicaux et des biologistes médicaux. Mais avant donc de parler de cette thématique, permettez-nous aussi, à l'image de nos prédécesseurs, nous incliner donc devant la mémoire de ces grands hommes de ce pays, qu'est l'imam de Djibo, et toutes ces personnes donc qui sont tombées sous le coup des terroristes dans notre pays. Puisse dire alourdir et permettre aux familles de supporter la peine et que les âmes dont des défunts reposent en paix.
Pour revenir donc à notre sujet, les technologies biomédicaux sont des acteurs du système de santé. Ils sont recrutés niveau bac C ou D et ils sont formés 3 ans. Donc, ils sont titulaires d'une licence professionnelle en analyse biomédicale. Et pour devenir biologiste médical, pour ce qui concerne les technologies biomédicaux, il faut subir les épreuves du concours professionnel ou donc admis, ils font 2 ans donc de spécialisation pour sortir avec un master. Maintenant, revenir dans la contribution des technologies biomédicales dans les systèmes de santé ou dans tout autre système tel que la recherche ou la production agro-industrielle. Il faut dire que dans les systèmes de santé, les technologies biomédicales et les biologies médicales interviennent surtout dans les diagnostics et ils interviennent aussi dans la surveillance épidémiologique. C'est des acteurs qui peuvent aussi intervenir dans les systèmes de recherche et aussi dans la production agro-industrielle. C'est quoi la biologie? La biologie, on peut dire que c'est toute cette machinerie donc, à l'intérieur des vivants. Voilà. On ne peut pas définir la biologie en un mot parce qu'il y a tellement de spécialités. Mais quand on prend la biologie, ce qui nous intéresse, vous verrez donc de la bactériologie dedans, de la virologie, de l'hématologie. Vous avez aujourd'hui la biologie moléculaire qui a été beaucoup utilisée et est beaucoup utilisée pour le diagnostic de la COVID-19. Vous avez donc d'autres spécialités donc, qui concourent donc à ce que la biologie soit utile à l'homme. La spécificité de la biologie médicale par rapport aux autres. La biologie médicale, c'est l'application vraiment donc, à ce qui est utile aux médecins pour les soins donc, des malades. Et justement, on sait que les curricula de l'organisation ouest-africaine que j'ai consultée de la santé distinguent clairement les techniciens supérieurs en biologie médicale niveau licence, justement, les ingénieurs en biologie médicale niveau master, les médecins ou pharmaciens biologistes. Vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre ces niveaux de compétences, hein? Oui, naturellement. On peut dire à chacun a d'abord été formé pour quelque chose, mais on se retrouve dans un carrefour. Et le carrefour maintenant devient la biologie. Et les techniciens supérieurs, comme vous le dites, dans notre contexte, c'est eux dans les RIM, dans les répertoires interministériels donc, des métiers de l'État. On les consacre comme les technologies biomédicaux. Et ce que vous appelez ingénieurs, donc, c'est les biologies médicaux donc, dans notre système. Donc pour nous, une différence, nous pensons plus à une complémentarité. Parce que dans le système de santé, il faut avoir un regard holistique. Parce que personne ne peut dire que c'est par lui seul. Oui, donc tout le monde est utile au système et tout le monde doit intervenir au bon moment. Et justement, et cette organisation justement de la CEDEAO, l'Organisation ouest-africaine de la santé, précise que la validation des résultats médicaux est faite uniquement par les médecins et les pharmaciens biologistes. C'est quoi la validation d'un résultat d'abord? Il faut savoir qu'il y a dans l'analyse plusieurs étapes. Il y a la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique. Et dans la validation des résultats, donc, il y a 2 éléments. Il y a ce qu'on appelle la validation technique et il y a la validation biologique. Donc, la validation biologique, c'est de ça dont vous parlez. Et c'est ça, selon ce que vous décrivez, donc, qui est fait par les médecins biologistes. Par les médecins biologistes. Les patients ont parfois des résultats qui diffèrent, hein, disparates. Qui est responsable, par exemple, d'un faux résultat dans un laboratoire, par exemple? Non, un faux résultat dans un laboratoire, de notre point ça peut arriver, non? De notre point de vue, ça ne devrait pas arriver. Parce que le système est tellement huilé qu'on ne doit pas avoir un faux résultat. Et quand il y en a, qui est responsable? Non, je précise que dans un laboratoire, l'examen biologique pour être entre les mains d'un patient est d'abord validé par des contrôles. Et à toutes les étapes, chacun joue son rôle pour qu'il n'y ait pas de faux résultats. Maintenant, s'il y a des faux résultats, c'est que c'est le système lui-même qui est défaillant. Tout le système qui est en cause. Oui, parce qu'à l'image de ce qui a été décrit plus tôt en anesthésie, il peut arriver que les moyens mis à la disposition des acteurs ne soient pas donc à la mesure donc, de ce qu'on leur demande. Et quand peut-être on en arrive à déceler là où ça n'a pas marché, est-ce que la personne questionnée peut encourir la radiation, par exemple, par l'ordre professionnel? Naturellement, nous estimons que d'abord c'est un travail d'équipe. Et si au niveau donc, de la validation technique, comme je l'ai dit, ça échappe, au niveau donc, de la validation biologique, on devait quand même pouvoir rattraper. Mais si tous ces maillons n'ont pas pu rattraper,
à l'arrivée, c'est tous ceux qui sont intervenus qui doivent être condamnés. Et justement, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres acteurs de la santé humaine? Pour nous, nous pensons que les rapports sont bons. Quoi qu'on dise, nous sommes tous des humains. Et comme la langue et les dents, il peut arriver que, bon, en voulant arranger, on ne se comprenne pas assez bien. Mais nous pensons que l'intérêt général du patient doit toujours prévaloir. D'accord. Voilà. Un projet de code de santé publique, comme je l'ai dit, adopté par l'exécutif en Conseil des ministres, est sur la table des députés pour adoption. Il faut préciser que le législateur de 1994, j'ai pu lire, malgré l'insuffisance de médecins et de pharmaciens biologistes, avait limité les possibilités d'exercice aux biologistes inscrits à l'ordre des médecins ou des pharmaciens. Est-ce que vous attendez justement dans ce nouveau code à un élargissement aux non-médecins et pharmaciens? Non, je tiens à préciser que la loi de 1994 déjà prévoyait donc en son article 189 des biologistes médicaux, des biologistes médicaux, ensuite des médecins biologistes et des pharmaciens biologistes. Donc c'est pour dire qu'en 1994, les législateurs prévoyaient des biologistes médicaux non médecins et non pharmaciens. Et nous pensons que en 2020, nous devons aller plus large puisque nous pensons qu'une relecture, c'est une consolidation. Et ce qu'il faut retenir que cette consolidation ne s'est pas faite en ce qui nous concerne. Parce que le processus de relecture a commencé très longtemps. Et depuis 2018, les acteurs de la biologie médicale se sont concertés. Mais vous avez fait des contributions? Je vais en venir. Ils se sont concertés, mais ils ne se sont pas entendus. Et pour la dernière rencontre qui s'est tenue en juin 2020, il y a eu un atelier dit donc de consolidation. Et à cet atelier de consolidation, l'association burkinabé des techniciens et des biologistes est intervenue pour rappeler à l'audience qui était là que nos propositions n'ont pas été prises en compte dans les projets de code qui avaient été soumis aux participants de l'atelier. Et sur ce point, le président des séances d'alors avait demandé dans notre association de reverser nos propositions au secrétariat de l'atelier. Et le secrétariat de l'atelier allait l'intégrer dans l'ensemble du corps du projet du code et l'envoyer à l'ensemble des participants donc, de l'atelier. C'est à la suite de cela que normalement le projet de loi devait être soumis au Conseil des ministres. Mais à l'heure où je vous parle, le projet de loi a été transmis au Conseil des ministres, mais notre association n'a pas encore eu le retour. Et nous ne savons pas à l'heure actuelle si nos propositions ont été intégrées ou pas. C'est quoi vos propositions, justement? Nos propositions sont toutes simples. Déjà en 1994, on précisait qu'il fallait des biologistes médicaux, des médecins biologistes et des pharmaciens biologistes. Pour la validation des résultats? Non, c'est déjà défini qui est biologiste médical. Donc, il y avait qu'à préciser qui est ce biologiste médical, puisqu'on ne dit pas quelles sont les conditions de diplôme. Et dans les conditions de diplôme, nous avons précisé les titulaires de 2 ans dans un domaine de la biologie médicale ou d'un master. Et aujourd'hui, nous avons, depuis 2017 jusqu'à l'heure, nous avons près d'une vingtaine de collègues qui sont titulaires d'un PhD dans le domaine de la biologie médicale. Donc, pour notre apport à ce code, il faut améliorer ces aspects et admettre que ces acteurs donc, qui sont dans la biologie médicale, avec toute leur expérience et qui sont titulaires d'un PhD, d'un Master 2 ou d'un 2A, puissent aussi être considérés comme des biologistes médicaux. Ce que vous voulez, c'est d'avoir la possibilité de valider des résultats. Naturellement, c'est cette indépendance pour tout le monde. Tout le monde veut être indépendant. Voilà. Donc, la biologie médicale, nous l'admettons, elle peut être faite par les biologistes médicaux, non médecins, non pharmaciens, par les pharmaciens biologistes et les médecins biologistes. Et tous nos grands maîtres qui nous ont formés sont la plupart des médecins biologistes, des pharmaciens biologistes. Nous ne pouvons pas occulter cela. Il faut être reconnaissant. D'accord. Mais dans tous les districts, il existe quand même des laboratoires publics. On se dit, quel intérêt, en dehors justement peut-être de celui économique, d'élargir l'ouverture justement de laboratoires privés à ceux qui ne peuvent pas valider des résultats, par exemple, qui ne sont pas sous le contrôle d'un autre professionnel? Non, à l'heure là, nous ne parlons pas d'ouverture d'un labo privé. Nous avons dit, voilà des acteurs... Est-ce que votre objectif derrière, ce n'est pas ça? Non, nous n'avons jamais affiché ça. Voilà. Puisque tous ceux qui disent que ce n'est pas possible, personne n'a affiché son objectif. Donc nous estimons que
permettons que les systèmes soient fluidifiés en permettant à des gens titulaires donc d'un doctorat dans le domaine de la biologie médicale ou bien d'un master de contribuer au diagnostic. Et c'est cette disposition dont nous demandons. Vous pensez que les curricula, votre profil aujourd'hui vous permet justement de faire ce travail de validation? Absolument. Ce que vous avez décrit relève fort. C'est la zone CEDEAO dont vous avez fait cas. Quand vous prenez le Canada, les États-Unis, la plupart donc de ces gens là-bas, on ne parle pas de biologie médicale. Aux États-Unis, tu peux être biologie médicale, non médecin, non pharmacien. Et beaucoup de nos maîtres ont été formés aussi au Canada, ils savent. Donc, ce n'est pas nous qui les réclamons. Nous pensons qu'il n'y a que justice à faire. Ça relève de l'ordre du naturel. Et quel est aujourd'hui le message que vous avez à l'endroit de l'exécutif et du législatif? D'abord, au niveau de l'exécutif, pour ce qu'on nous a donné comme message au ministère de la Santé, c'est comme si des propositions allaient être transmises en Conseil des ministres. C'est-à-dire, en ce qui concerne la partie biologie médicale, on devait avoir, nous, nos propositions et les autres propositions qui devaient être tranchées en Conseil des ministres. C'est le message qu'on nous a laissé au ministère de la Santé. Donc, jusque-là, nous estimons que ce qui a été transmis en Conseil des ministres n'est pas consensuel, puisqu'on ne nous a pas donné la version finale donc, du projet de code. Maintenant, aux législateurs, nous tenons à être écoutés. Voilà. Nous ne voulons pas qu'on nous force à nous donner raison, mais au moins qu'on nous donne l'occasion de nous exprimer. Justifier notre point de vue. S'il y a l'occasion qu'on nous permet de nous asseoir avec ceux qui pensent que nous ne pouvons pas être des biologies médicaux, vous êtes prêt à mener le débat? Naturellement. On va mener le débat. Et bon, si les législateurs pensent que nous n'avons pas raison, nous allons nous abstenir. Peut-être en attendant que l'Assemblée n'adopte ce nouveau code, on va créer ce cadre-là. Naturellement. À BF1 pour absolument. Pouvoir, oui, naturellement. Le choc des idées, j'arriverai à la vérité. C'est ça. Ça marche. Parce que là, aujourd'hui, c'est comme si vous vivez ça comme une injustice. Naturellement. Parce qu'il faut rappeler beaucoup de choses par rapport à ce corps. En 1985, le corps a été créé. Le premier concours professionnel a été lancé en 1995. Donc 1985-1995, c'est 10 ans. Ça a été refermé et réouvert en 2012. Et pour un concours professionnel au Burkina Faso, en 2012, pour les biologies médicaux, on dit qu'on veut un seul admis. Donc le concours est ouvert, on veut un seul pour devenir biologie médicale. C'est la multitude. Donc, de 2013 à l'an passé, c'est 5 seulement qu'on recrutait. Et bon, c'est à cette année qu'on est passé à 13. Donc, nous pensons qu'il y a assez d'injustices que subit dans ce corps et il faut les réparer. Et la BTEB, l'Association burkinabé des techniciens et des biologistes, est là pour ça? Naturellement, notre rôle, c'est le bien-être des technologies biomédicaux, des biologies médicaux et contribuer. Pour nous, bien-être ne veut pas dire à vous donner de l'argent à quelqu'un, mais permettre aux gens d'avoir un esprit aéré qui les permet donc de travailler dignement dans les services. Et nous estimons qu'il faut donner au Burkinabé toutes les possibilités possibles, quelle que soit la profession à laquelle il appartient, quitte à ce que chacun mette à profit ou pas. Mais on ne doit pas limiter les potentialités d'un Burkinabé. Voilà. Docteur, vous êtes médecin praticien, vous comprenez un peu oui, je comprends un peu leurs préoccupations. Oui, je comprends un peu leurs préoccupations, mais au Burkina Faso, on a tendance à toujours trouver des raccourcis aux problèmes. Moi, il faut poser le problème de manière objective. C'est vrai que c'est leur corps, mais quand je l'écoute parler, quand je vous écoute aussi vous poser les questions, je me dis, mais au finish, qu'est-ce qu'on veut au fait? Parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on veut? Vous avez dit, dans les districts, nous avons des pharmaciens qui valident les résultats. Aujourd'hui, élargir ça en 1994, on ne l'a pas fait. Quelle est la vraie préoccupation? Parce que derrière tout, même s'il le dit, on ne l'affiche pas, mais c'est permettre aux biologistes biomédicaux de pouvoir avoir des laboratoires privés. Mais moi, je dis, le pharmacien, le médecin, il fait un tronc commun, première, deuxième année, ils font de la physiologie. Pour valider ce résultat final-là, on tient compte de tout ça. Mais le biologiste biomédical, ce n'est pas le même cursus. C'est vrai qu'on se retrouve tous avec biologie dans le mot, mais ce n'est pas la même formation. Je n'ai rien contre ce qu'il demande.
Mais l'OAS l'a défini. Je ne dis pas forcément qu'ils ont raison. Ils pourront aller jusqu'à l'Assemblée. Mais de mon point de vue en tant que médecin anesthésiste réa, je pense qu'il faut laisser chacun faire ça. Dans les échanges, ça sort qu'on est complémentaires. Tantôt, on dit qu'il faut laisser chacun être libre. Ce n'est pas possible. Dans une structure, on parle, c'est vrai que c'est une équipe, on est complémentaires, mais chacun a son rôle en fonction de son curricula de formation. Et si on fait du tout et on mélange tout, c'est vrai, c'est la spécialité du Burkina Faso, notamment en domaine de santé. Et après, ça nous crée des problèmes, même pour le volet administratif. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Et faire comme certains pays, ça marche très bien ailleurs. Ne cherchons pas à réinventer une roue. La médecine évolue depuis des années, depuis des millénaires, et on a pu asseoir quelque chose qui marche bien. N'essayons pas d'être spécifiques en notre manière. Oui, mais ce qu'il dit, c'est que justement, on sait aussi que la ressource humaine, ça manque aussi. Et si ils ont la possibilité de le faire, pourquoi ne pas le permettre justement? Ça ne fait qu'accroître l'offre. Non, mais je pense. Oh bien, docteur, c'est pas tant l'offre, en fait. Quand je fais l'offre, c'est comme aujourd'hui, on suppose, les attachés en anesthésie réa, ils ont une formation en anesthésie réa. Demain, s'ils se lèvent, ils disent qu'on doit avoir le même, c'est-à-dire les mêmes autorisations que le médecin anesthésie réa, mais même prérogatives que les médecins anesthésie réa, sachant qu'on n'a pas les mêmes curricula, je pense que ça force le débat. D'accord. On va pas faire le débat. Oui. Au-delà de la difficulté entre les corps, si vous n'êtes pas dans le code, qu'est-ce que nous, patients, nous perdons? Peut-être que ça va mieux éclairer le Tout à fait. sujet. Non, c'est important que dans les systèmes de santé, tous les corps se retrouvent. On n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais vous verrez que même les basiques, qui est technologie biomédicale, dans le code, on l'a maintenu technicien de laboratoire. Ça n'existe pas. Donc, si on n'est pas dans le code à quelque part, il y a une partie du système de santé qui ne se reconnaît pas quand il prend le code. Oui, mais nous, patients, qu'est-ce que nous perdons? Non, vous perdez donc de la motivation. Parce que vous pouvez donc vous retrouver devant des gens, mais manque de motivation. Parce qu'ils ont l'impression que leur travail n'est pas assez reconnu à sa juste valeur. Non, mais ça, c'est le problème que nos tests de loi connaissent. Parce que les RIM ont été votés sans tenir compte, par exemple, de la fonction publique hospitalière. Il faut reconnaître que chez nous, au Burkina Faso, c'est encore notre spécialité. Chacun a une loi, il vote sans tenir compte des autres lois, alors qu'ils s'interconnectent. Oui. Donc, c'est un gros problème qu'on a. Et quand il dit ça, c'est vrai, on va le trouver que dans les RIM, on a défini certains postes dans le code de la santé publique, on ne le retrouve pas. C'est notre spécialité, au fait. Donc, ça fait que les tests, vraiment, sur ce plan, je pense que quand on l'écrit, il faut revoir tout ça. D'où l'intérêt, docteur Kambiré, de faire attention à ce nouveau code qui est en train de venir sur la table des députés. Il faut prendre le soin de bien l'analyser, d'écouter toutes les composantes. Tout à fait. En tout cas, notre objectif, c'est de nous faire écouter. Nous ne voulons pas forcément avoir raison, mais nous pensons que ça sera historique. Voilà. De par l'histoire, on saura demain qui avait raison, qui n'avait pas raison. D'accord. Merci à tous, docteur. On termine sur cette info avec l'actualité africaine cette semaine. C'est notamment la Côte d'Ivoire où plusieurs manifestations contre la candidature du président Ouattara ont fait des morts. L'ancienne première dame Simone Gbagbo rompt le silence. Elle appelle le président Ouattara à amnistier Laurent Gbagbo afin de le rendre éligible à la présidentielle d'octobre prochain. C'est le branle-bas de combat en Côte d'Ivoire dans les rangs de l'opposition. Le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il briguerait finalement un 3e mandat lors de la présidentielle le 31 octobre prochain. Et il n'en a pas le droit, estime notamment le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la constitution ivoirienne. Au moins en son esprit, tel que formulé par les auteurs même de ce texte. Alassane Ouattara avait initialement décidé de passer la main à son Premier ministre Amadou Koulibaly. Mais ce dernier est décédé le 8 juillet dernier. Invoquant un cas de force majeure, le président ivoirien a donc, dit-il, reconsidéré sa position. Les opposants à Alassane Ouattara multiplient les protestations. Les jeunes notamment dénoncent la forfaiture de trop et appellent au rassemblement jeudi. Et puis il y a ceux qui dénoncent l'absence de Laurent Gbagbo sur les listes électorales. La semaine dernière à Abidjan, une manifestation des partisans de l'ancien président ivoirien avait dégénéré. Cheka, la tension qui monte, on parle déjà de 5 morts. Faut-il craindre justement pour la Côte d'Ivoire?
Oui, c'est clair que depuis le début des manifestations, on craignait bien que ces pays ne rentrent dans un cycle de violence infinie, parce que la situation politique en Côte d'Ivoire est telle que les partis politiques ont des fiefs bien délimités où ils ont l'influence sur les populations, ce qui leur permet de lancer des mouvements de ce type-là qui sont difficiles à maîtriser par les forces de l'ordre. Quelle que soit la disponibilité et les moyens dont disposeront les forces de l'ordre, il sera difficile de préserver la paix et la sécurité. La question, c'est est-ce que l'opposition aussi a les moyens de tenir dans la durée en termes de manifestation? Et ça, c'est une question qui se pose toujours. Mais vous savez que quand il y a un débrayage de ce type-là, ça peut avancer dans toutes les directions possibles. C'est vrai que les manifestations légales peuvent être initiées, mais lorsqu'elles sont réprimées, les choses passent à un autre niveau où il y a des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et c'est ce qui est arrivé cette semaine dans certaines zones où les forces de l'ordre ont été prises à partie. Vous vous rappelez très bien le commissaire de Bonoa qui a été extirpé du commissariat. Et parmi les manifestants, il y en a qui disaient de l'exécuter. Donc, ce type de situation peut arriver et il sera difficile de préserver la stabilité, la paix, et de sorte qu'on aille aux élections de façon pacifique. Alors, je pense qu'à ce stade-là, le chef de l'État devrait peut-être annoncer des mesures qui peuvent apaiser la situation politique, entre autres cette question donc, des amnisties, des personnes qui sont soit exilées, soit en prison. Le dialogue est-il encore possible? Je pense que le dialogue est possible. Le dialogue est possible. Il y a l'opposition qui pense déjà qu'en octobre, ça ne sera pas possible les élections, qui pense qu'il ne faudra pas tenir les élections en octobre dans les conditions actuelles. C'est un point de vue. Mais s'il y a des négociations qui sont ouvertes, s'il y a des concertations, je pense que ce sera le lieu de régler ces questions-là. L'opposition qui demande d'ailleurs la démission du président de la commission électorale. Voilà, exactement. Je voulais évoquer cette question de la CEI, qui est un gros problème en Côte d'Ivoire, et sa réforme telle que proposée. Donc il y a des grands sujets en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La question donc des exilés, la question de la CEI et la transparence dans les élections. Donc ce sont des questions, à mon avis, qui nécessitent que des concertations soient ouvertes. Généralement, c'est lorsque les classes politiques dirigeantes refusent donc d'aller aux négociations, aux concertations, que la situation dégénère et va dans un autre sens, comme au Mali par exemple. Donc je crois qu'en Côte d'Ivoire, il est encore temps de ramener le calme, ne serait-ce qu'en convoquant des pourparlers, ce qui va permettre aux états-majors des partis de se préparer et au moins dans ce laps de temps-là, de suspendre les manifestations, de sorte que peut-être même sous mandat sous-régional de la CEDEAO, que les pourparlers soient dirigés et qu'on puisse trouver des solutions pacifiques. En tout cas, on suit de près cette actualité ivoirienne. Merci, Chaka Koulibaly. Merci au docteur Harouna Louré. Merci également au docteur Kambili. Merci à tous d'être passés dans le 7 Info. Ce soir, ça sera tout. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.